Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Dans le programme de francisation, on vit au Québec une hécatombe. Témoignage de Vincent Vachon, enseignant au Centre Saint-Michel en Estrie. Je le cite. « Ce matin, j'ai annoncé à tous mes élèves qu'ils ne pourront plus poursuivre leur francisation en raison des coupures du gouvernement. Comment pourraient-ils trouver du travail s'ils ne parlent pas notre langue? Comment pourront-ils contribuer à notre société? Ils ont tout laissé derrière eux dans l'espoir de jours meilleurs ici. Et voilà qu'on les abandonne, ni plus ni moins, après les avoir accueillis. Dans ma classe, il y a des réfugiés, des résidents permanents et des travailleurs qualifiés, une infirmière, des enseignantes, des soudeurs, etc. Certains ont été recrutés par des entreprises qui n'arrivaient pas à trouver d'employés. » Fin de la citation de Vincent Vachon, enseignant au Centre de Saint-Michel en Estrie. Seulement, dans ce centre, 85 des 471 élèves pourront continuer les cours. Les autres, le cours arrête, Madame la Présidente. Même chose au Centre de services scolaires de Montréal, Repentigny, Sherbrooke. 90 des cours de francisation du Centre de services scolaires des Mille-Îles a été annulé et le Centre de services scolaires Val-des-Serres, 21 postes ont été abolis. Est-ce que c'est ça, le plan de francisation? C'est un échec. Il doit réagir. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle me donne l'occasion de parler d'éducation, de francisation, de nos écoles. J'ai été très surpris hier d'apprendre la nouvelle position du Parti libéral qui veut abolir le financement des écoles privées au Québec. Je ne sais pas s'il y avait eu une discussion au caucus, mais c'est quand même tout un virage de la part du Parti libéral du Québec. Madame la Présidente, parlons de francisation. J'ai un tableau qui est didactique où on voit clairement que le gouvernement de la CAQ a augmenté à chaque année, incluant cette année, le financement pour la francisation. En fait, je vous donne deux chiffres, 2023-2024. Donc, l'année passée, le budget était de 217 millions. Cette année, il est de 251 millions. Donc, Madame la Présidente, qu'est-ce qui s'est passé dans certains centres, certains organismes? On a donné à ces organismes leur budget en début d'année avec une augmentation importante. Il y a des centres qui ont choisi de dépenser presque tout leur budget dans les 6 premiers mois. Donc, effectivement, ça crée un problème pour les 6 derniers mois de l'exercice. Pour nous, à la CAQ, c'est important de respecter les budgets. On a fait le choix d'investir beaucoup en éducation, de réduire les impôts, mais il faut revenir à l'équilibre budgétaire. Première complémentaire. Madame la Présidente, à la place du premier ministre, je me garderai une petite gêne quand il dit que nous, on respecte les budgets. Mise à jour économique, 3 milliards de déficit. Finalement, 2 mois après, c'était 8 milliards de plus, 11 milliards. Je me garderai une petite gêne quant aux donneurs de leçons de comment gérer avec rigueur un budget. Voilà. Une fois que la parenthèse est fermée, Madame la Présidente, qui mette donc en perspective cette courbe-là des millions qui ont été envoyés pour la francisation avec l'immigration, que lui-même accueille. Voilà. C'est une nécessité au Québec de pouvoir, pour protéger notre langue, franciser. Il ne le fait pas. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, si j'étais à la place du chef de l'opposition officielle, je me garderais aussi une petite gêne. Quand on est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait une note aux États financiers qui disait « L'ancien gouvernement libéral a sous-estimé la dette du Québec de plus de 10 milliards. » Je pourrais aussi parler, durant la campagne électorale, comment c'était gênant de voir que le cadre financier du Parti libéral du Québec avait plusieurs erreurs de milliards de dollars. Donc, on ne se fera pas faire la leçon par le Parti libéral sur les finances publiques. Maintenant, je continuerai.
Deuxième complémentaire. Alors, Madame la Présidente, il est arrivé avec 7 milliards, puis il nous a creusé un trou de 18 milliards. On est rendu à 11 milliards de déficit. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Il n'est même plus capable de fournir les services de base. Il n'est même plus capable de franciser. Y a-t-il de quoi de plus important au Québec comme priorité? Oui, de s'occuper de notre monde en santé, en éducation, services de garde, etc., mais aussi, pour notre nation francophone au Québec, de franciser celles et ceux qui viennent ici au Québec. Là, ils disent, on vous a donné assez d'argent. La courbe, on a augmenté. Mais la courbe ne répond pas aux besoins. Est-ce que c'est une priorité? Oui ou non? Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le leader, j'aimerais entendre la réponse. Messieurs les leaders, you. Non, messieurs les leaders, les deux. J'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le Parti libéral est de plus en plus difficile à suivre. Hier, virage total, on va abolir le financement des écoles privées comme le Collège de Montréal ou Jésus-Marie ou le Collège de Lévis. Donc, c'est maintenant la nouvelle proposition du Parti libéral. Et, Madame la Présidente, moi, je voudrais être bien clair là, avec le Parti libéral. Le nombre d'immigrants temporaires est passé en 2 ans de 300 000 à 600 000. Est-ce que le Parti libéral trouve que c'est trop? Troisième complémentaire. Le premier ministre parle d'immigrants temporaires. Voilà. Ils vont déposer leur plan avant le 1er novembre pour l'immigration 2025. Va-t-il, oui ou non, dans sa planification, lui, ces immigrants temporaires, l'inclure? Va-t-il l'inclure? Va-t-il les compter dans sa planification? Pas juste les permanents, les temporaires. Première question. J'espère qu'il va me répondre. J'espère qu'il va me dire oui, cette fois-là, pour une première fois, on va compter, nous autres au Québec, les immigrants temporaires qui relèvent de notre responsabilité. Puis va-t-il les franciser? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, par définition, quelqu'un qui est temporaire, ça se peut qu'il ne reste pas au Québec. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de franciser ceux qui vont rester au Québec. Madame la Présidente, dans les secteurs qu'on contrôle, d'abord, les travailleurs. On a dit on n'acceptera plus des travailleurs à bas salaire. Pour les étudiants, il y a un projet de loi qui est déposé. On espère avoir la collaboration du Parti libéral pour réduire le nombre d'étudiants étrangers. Mais la position du Parti libéral est changeante. Comme sur les écoles privées, on ne sait toujours pas leur position sur l'immigration. En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Rien ne va plus en francisation au Québec. Le ministre nous souligne qu'il n'y a pas de coupe en francisation. Que dit-il aux 1400 nouveaux arrivants qui devront se trouver un plan B, faute de service? Que dit-il au centre de services scolaires Marguerite Bourgeois qui coupe des classes en francisation, faute de budget? Que répond-il à la commission scolaire Eastern Township qui lance un cri d'alarme, manque de financement? Que dit-il aux 329 apprenants inscrits au CSS des découvreurs qui n'auront plus accès à la formation cet automne? Que dit-il à Victorine Michalon, professeure de français qui va perdre son emploi aujourd'hui? Ce sont des fermetures de classe par dizaines, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre va se ressaisir, lui qui ne peut tolérer que les nouveaux arrivants ne parlent pas français, et va-t-il arrêter de couper dans la francisation? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration, aussi ministre de la langue française. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, je ne comprends pas comment mon collègue peut parler de coupure quand on augmente de 15 % un budget. Je pense que le premier ministre a montré un tableau qui est très, très clair. Alors, je me demande où, entre 217,7 millions et 251,3 millions, où est la coupure? À moins qu'il lise des tableaux à l'envers, ou enfin, je ne comprends pas mon collègue, où s'en va-t-il avec la notion de coupure? Je rappelle à la mémoire de mon collègue que lorsque sa formation politique était au pouvoir, au gouvernement, en 2017, il y a eu un rapport de la vérificatrice générale qui disait que la gestion par le gouvernement libéral de francisation, c'était un fiasco. J'ai regardé dans le Larousse, fiasco, ça veut dire échec complet, virgule, notoire. Donc, voici votre bilan. Nous avons créé Francisation Québec. D'ailleurs, c'était une recommandation du rapport de la vérificatrice générale. Nous déployons Francisation Québec. Nous augmentons
l'offre de cours. Il y a des nouveaux cours qui ouvrent à chaque semaine, à chaque mois. Il y a des nouveaux cours qui vont partir en novembre. Il y a des nouveaux cours qui vont partir en décembre, en janvier, en février. Et on va franciser davantage de Québécois cette année que l'an passé. Première complémentaire. Oui, Madame la Présidente, c'est le budget du ministre et ça ferme partout. Parlant de fiasco, le chiffre de la semaine, 237 kilomètres. C'est l'offre qu'a reçu un citoyen de Sept-Îles pour poursuivre ses cours de français à Bécomo. C'est pas sérieux. Moins de 50 jours après la nomination du ministre, il coupe dans les classes de francisation. Est-ce que le ministre peut travailler à rendre la francisation accessible au Québec pour des étudiants qui veulent apprendre le français, car chez nous, ça se passe en français? La réponse du ministre. Je suis content que mon collègue a lu le plan sur la langue française qu'on a déposé au printemps dernier. Justement, un travail important qu'on a fait à 6 ministres, le groupe d'action pour la vie de la langue française, qui nous a amené à prendre des mesures qui sont fortes en éducation, en enseignement supérieur, en immigration. Et d'ailleurs, découle de ce plan la bonification de 40 millions du budget de Francisation Québec cette année. On disait, au Québec, l'avenir s'écrit en français. Donc, je suis content qu'il fasse sien ce slogan, j'aurais même ce credo qui nous guide dans nos actions, Madame la Présidente. Écoutez, je ne sais pas comment lui expliquer autrement, là. Il y a des classes qui ouvrent à chaque semaine, à chaque mois. Les budgets sont plus élevés. Il n'y a pas de compression. Deuxième complémentaire. Oui, alors le ministre admet qu'il a envoyé 104 millions dans les centres de services scolaires l'an passé. Cette année, il envoie encore 104 millions, donc il ne tient pas compte des coûts du système, ni de la réalité. En fait, ça, Madame la Présidente, c'est une coupure. Le ministre de la langue française qui coupe en francisation. Il faut le faire. Le ministre va-t-il avoir le courage de réajuster les budgets immédiatement pour les centres de services scolaires et les commissions scolaires? La réponse du ministre. Madame la Présidente, dans les centres de services scolaires, et Francisation Québec a raison de le dire, ce n'est pas que de la francisation en centre de services scolaires. Il y a plusieurs partenaires, plus de 251 millions de dollars à Francisation Québec cette année, 104 dans les centres de services scolaires, donc plus de 140 ailleurs dans d'autres partenaires. Mais restons sur les centres de services scolaires. Entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, l'année passée, les centres de services scolaires ont francisé 13 591 personnes. Cette année, en 2024, dans les centres de services scolaires, du 1er juin au 30 septembre, ils ont francisé 32 040 personnes. Quelle coupure déplorable. Ah ben non, c'est une hausse de 236 %. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, on vient d'entendre le ministre de l'Immigration, mais là, j'ai envie d'entendre le ministre de la langue française. Parce que, contrairement à ce que le premier ministre vient de dire, qu'il faut se concentrer sur l'immigration permanente, bien, le ministre de la langue française, il y a un an, il affirmait qu'il ne pouvait pas tolérer que des immigrants temporaires ne parlent pas français. Mais pendant ce temps-là, son alter ego à l'immigration, bien, il coupe en francisation, puis il y a des gens qui agonisent sur des listes d'attente à Francisation Québec. Depuis l'adoption du PL 96, le gouvernement a obligé les personnes immigrantes à interagir avec l'État en français en dedans de 6 mois. Mais là, on comprend que les délais de francisation, bien, s'échelonnent à 4 mois. Il y a eu des augmentations de délais de 80 % en 1 an. Il faut le faire. Madame la Présidente, si le ministre de la langue française il a besoin de taper à la porte du ministre de l'Immigration, il peut venir me voir, je vais l'aider. C'est important pour moi le français, je peux les aider à aller prendre un café ensemble parce qu'il faut que les ministres de la langue française ils se regardent dans le miroir puis qu'ils disent au ministre de l'Immigration que les coupures en francisation, c'est assez. La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration et ministre de la langue française. Madame la Présidente, ma collègue ne semble pas au courant de ce qu'a fait sa formation politique. Elle nous dit qu'on ne francise pas suffisamment les immigrants temporaires. Sous le gouvernement libéral, c'est vrai, il n'y avait pas d'immigrants temporaires sur les listes d'attente de francisation. Il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit d'accéder à la francisation. Donc, il ne pouvait même pas s'inscrire sur une liste d'attente et espérer que le téléphone sonne un jour. Il était exclu. Nous avons été ceux qui avons créé Francisation Québec. Nous avons été ceux qui avons permis aux gens qui sont des immigrants temporaires
d'accéder aux cours de francisation Québec. Ils n'ont pas de leçons à nous donner à ce sujet-là. Et nous avons aussi été ceux qui leur lançons un message extrêmement important. Le renouvellement du permis de travail, le renouvellement du permis de résident temporaire pour rester sur le territoire québécois, il devient, grâce à nos politiques, conditionnel à une maîtrise, à une exigence du français. Eux, ils ne francisaient pas, puis il n'y avait aucune exigence du français. Nous francisons, nous rendons conditionnel leur présence à une maîtrise du français, et ceux qui n'ont rien fait trouvent qu'on n'en fait pas assez. C'est pas crédible. Première complémentaire. Bien, Madame la Présidente, je pense que le ministre de la langue française doit parler à son premier ministre qui ne semblait pas au courant de tout ce qu'il vient de dire, parce que manifestement, il nous a répété « Mais mon Dieu, nous, il faut qu'on se concentre sur l'immigration permanente. » On est rendu, Madame la Présidente, à 4 mois d'attente. 4 mois d'attente pour avoir accès à des cours de français. Puis pendant ce temps-là, on a des gens qui veulent se franciser puis qui ne sont pas capables. On a donc un ministre de la langue française qui blâme les centres de services scolaires pour la baisse de l'offre, alors qu'il est imputable de ce travail-là. Il leur dit quoi? Le ministre de la langue française, il dit bravo. Réponse du ministre. Sous le gouvernement libéral, on francisait environ 20 000 personnes par année. L'an passé, ça a été 76 000 personnes. Cette année, ce sera encore davantage. Madame la Présidente, il y a trop d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. Le premier ministre l'a dit tout à l'heure. Il y a quelques années, c'était 200 000. Là, c'est 300 000. Et ça a passé à 300 000. Maintenant, c'est 600 000. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à porter le message auprès du Parti libéral du Canada, Ottawa, de réduire le nombre d'immigrants temporaires, particulièrement les demandeurs d'asile? Et ça les dérange, là, si vous ne voyez pas à la caméra, là, mais ils sont tout énervés. Votre temps est écoulé. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous adressez à la présidence. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais rappeler au ministre de la langue française sa mission. Promouvoir, valoriser et protéger la langue française et son statut au Québec. Le droit à l'apprentissage du français est enchâssé dans la Charte de la langue française, mais aujourd'hui, la CAQ empêche des gens qui le veulent de s'intégrer à la société québécoise et de renforcer l'usage de notre langue parce qu'elle coupe en francisation. Quand le ministre de la langue française, là, il parle au ministre de l'Immigration, il doit y avoir de la friture sur la ligne parce que manifestement, le résultat, c'est que ça... La réponse... Pardon, vous connaissez la règle, Monsieur le leader, je vous entends beaucoup. Messieurs, je suis debout. Je vous dis de vous respecter. Il y a maintenant une personne qui va parler. Je vais entendre la réponse. Madame la Présidente, je rappelle à ma collègue que sa formation politique a voté contre la loi 96, contre la bonification historique de la Charte québécoise de la langue française qui a créé Francisation Québec. Maintenant, elle trouve que Francisation Québec ne va pas assez loin. Il était contre même la création de Francisation Québec. Il était contre les cours de français aux immigrants temporaires. Nous faisons ce qu'ils n'ont jamais fait. Nous en faisons plus que ce qu'ils n'ont jamais fait. Et savez-vous quoi? On va continuer de déployer Francisation Québec, peu importe ce qu'ils peuvent penser. C'est pas pour eux qu'on travaille, c'est pour les Québécois, c'est pour la langue française, c'est pour notre nation. Pas de bravo, pas de commentaire. En question principale, une seule personne maintenant a le droit de parole. En question principale, je reconnais le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. En juin 2000, l'Assemblée nationale du Québec sortait le bon Dieu des écoles en adoptant la loi 118. On déconfessionnalisait à une exception près, une exception qui nous coûte collectivement 200 millions de dollars chaque année. J'ai nommé le financement public des écoles privées religieuses. Comprenez-moi bien, Madame la Présidente, s'il y a des parents qui veulent envoyer leur enfant dans une école religieuse qui enseigne la Bible, la Torah ou le Coran, c'est leur choix, c'est leur droit. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on finance ce choix-là avec l'argent public, avec l'argent des contribuables québécois. Ça fait plus de 15 ans à Québec solidaire qu'on dit que ça n'a pas de bon sens. Et aujourd'hui, pour la première fois, presque tout le monde est d'accord. Le Parti québécois est d'accord. Le Parti libéral du Québec s'est rallié hier. Le seul parti au Québec qui veut continuer à envoyer 200 millions de dollars par année dans les écoles privées religieuses, c'est la CAQ. Madame la Présidente, tant qu'on continue à subventionner les écoles privées religieuses,
la déconfessionnalisation de l'école québécoise est inachevée. Le ministre de l'Éducation, qui a écrit la loi 118 il y a 25 ans, est ici avec nous aujourd'hui. Il est maintenant premier ministre du Québec. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de compléter son propre travail? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a à peu près une semaine, on a appris qu'il se passait des choses terribles à l'école Bedford. Okay? Des enseignants qui ont mis en place des concepts religieux islamistes, okay? Qui ont réfuté la science. Le chef de Québec solidaire a eu de la misère à prononcer le mot « islamiste ». Là, il mélange les écoles privées qui ont été créées, oui, entre autres, par des membres du clergé, donc des écoles qui étaient catholiques. Et, Madame la Présidente, selon nous, il n'y en a pas de problème dans ces écoles-là. Maintenant, bon, hier, on a eu le chef du PQ qui nous a dévoilé que, selon lui, il y a des écoles privées qui ne suivent pas le régime pédagogique. Mais ce n'était pas très sérieux. Il a été incapable de nous en nommer une. OK? Incapable. Madame la Présidente, j'ai demandé au ministre de l'Éducation, au ministre responsable de la laïcité, d'examiner la place de la religion dans toutes les écoles, incluant les écoles privées religieuses. Mais, Madame la Présidente, c'est important que le régime pédagogique soit suivi partout, incluant dans les écoles privées religieuses. Si le chef de Québec solidaire pense que le régime public, le régime pédagogique n'est pas suivi... Première complémentaire. En ce moment, au Québec, il y a des écoles privées religieuses subventionnées par le premier ministre qui n'enseignent pas ou pas complètement le cours que son gouvernement a créé, le cours de culture et de citoyenneté québécoise. C'est écrit dans les rapports de la Commission consultative de l'enseignement privé. J'invite le premier ministre à les lire avant de dire que ça n'existe pas. Un exemple, l'exemple de l'école Loyola qui est allée jusqu'en Cour suprême pour se soustraire au cours de culture et de citoyenneté québécoise. C'est une école subventionnée. Comment le premier ministre... La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je prends note que le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois veulent couper le financement au Collège Brébeuf, au Collège Notre-Dame, au Collège de Montréal, au Collège Jésus-Marie, au Collège Regina Assunta, au Petit Séminaire de Québec, au Collège de Lévis. C'est une décision qui est appuyée par 3 partis politiques, incluant le Parti libéral, puis ils nous ont pas démontré que dans ces écoles-là, il y avait un problème. Donc, on va examiner le dossier de façon détaillée. Deuxième, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire. Je viens de lui citer les rapports issus de son gouvernement qui démontrent qu'il y a des écoles privées confessionnelles, religieuses, qui ne respectent pas le régime pédagogique. Il fait diversion et il ne répond pas à ma question. Pourquoi le premier ministre du Québec trouve-t-il ça correct qu'on prenne de l'argent public pour mettre ça dans des écoles privées religieuses? Pourquoi il est d'accord avec ça? La réponse du premier ministre. Le Québec solidaire, c'est très bien. Au Québec, les écoles publiques sont financées à 100 % par le gouvernement du Québec. Les écoles privées religieuses sont financées à 60 %. Ça veut dire que le 40 % qui vient du privé, on le perdrait demain matin. Donc, il n'y en aurait pas d'économie, contrairement à ce que dit Québec solidaire. C'est bruyant. On écoutait la question. J'aime entendre les réponses également. Maintenant, en question principale, je vais entendre le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. On parle beaucoup de privé en santé ces temps-ci. Le ministre de la Santé
nous dit depuis des années, le privé est là pour aider. Le privé, il est complémentaire. Bon, à la limite, pour les cliniques médicales spécialisées, les chirurgies, on aurait pu le croire. La démonstration a été faite que ça ne marche pas là non plus. Mais il y a un autre problème encore plus grave et plus pressant, dont je parle depuis des mois ici sans réponse de la part du gouvernement. C'est les gens qui sont obligés de payer ou alors de faire des centaines de kilomètres pour avoir un service. Les gens nous écrivent tous les jours des nouveaux témoignages. Un citoyen de Verdun m'a écrit récemment, il y a 2 jours. Il a besoin d'une prise de sang. Pas compliqué, une prise de sang. On lui a fourni sur Clic Santé 44 possibilités. Une seule au public, dans des mois et des mois à son CLSC, sinon il faut qu'il paye pour avoir sa prise de sang. Est-ce que le ministre trouve ça vraiment normal pour une prise de sang? La réponse du ministre de la Santé. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je suis content d'avoir cette question-là pour peut-être clarifier certaines choses. Puis, d'ailleurs, le député de Rosemont a raison. On a toujours dit que le privé était complémentaire, surtout à un moment où le réseau de la santé est en difficulté à travers toutes les pressions qu'on a présentement. Donc, là-dessus, on s'entend que le privé n'est pas là pour remplacer le système public, mais est là pour être complémentaire. Bon, maintenant, lorsqu'on prend des cas spécifiques, puis j'apprécie beaucoup ce que le député de Rosemont dit, là, on arrive avec la question des tests, pardon, ou des prélèvements. Je pense qu'il faut s'assurer, Madame la Présidente, que tous nos systèmes, puis c'est d'ailleurs une des choses qu'on a demandé de regarder à notre réseau, est-ce qu'on pourrait être plus efficace de la façon dont nos prélèvements sont faits? On a mis en place les centres de service qui étaient anciennement les centres de vaccination pour qu'on ait des points de service où les gens puissent aller rapidement avoir leur prélèvement et être capables d'avoir les résultats. On a mis ça en place, c'est des coûts quand même excessivement importants. Puis j'apprécie beaucoup la question du député. On va voir la différence avec les points de service qui ont été mis en place. Encore une fois, on va... Première complémentaire. Moi, j'apprécierais beaucoup avoir une réponse, puis que le ministre nous dise qu'il trouve ça inacceptable, puis qu'il va protéger les gens. Rencontrer une dame de 73 ans dans Saint-Henri-Sainte-Anne il y a quelques jours à peine. Elle aussi, elle a besoin d'une prise de sang. D'habitude, elle va à son CLSC. Elle a de multiples maladies chroniques, la dame. Elle n'est pas riche. On lui a dit au CLSC, « Désolé, madame, on ne fait plus ça ici, allez au privé. » C'est 25$ à chaque fois. Puis on lui a dit, profitez-en, parce que l'an prochain, ça va être 50. Est-ce qu'il trouve ça acceptable? La réponse du ministre. Je pense, Madame la Présidente, j'aime beaucoup ça quand le député prend des cas très spécifiques qui, et j'ai peur de dire le mot, ne sont pas anecdotiques. Ça arrive, puis c'est malheureux. Ce que je dis, c'est qu'on a mis en place, Madame la Présidente, des points de service où les gens peuvent aller. Puis ça, c'est à la grandeur du Québec. Et on est en train d'essayer d'améliorer le service pour que les gens n'aient pas, justement, à aller au privé pour des services qui sont aussi de base que ce que l'on voit. On l'a maintenant dans nos GMF qui vont venir compléter les points de service. J'ai visité la semaine dernière une clinique GMF à Québec où tous ces services-là sont gratuits. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir ça à l'échelle du Québec? Bien, on y travaille en ce moment. Deuxième complémentaire. Une autre non-anecdote. Savez-vous en ce moment que si vous avez besoin d'un test d'ITSS, que vous êtes en Outaouais, à moins de payer en Outaouais ou traverser en Ontario, on vous envoie à Laval. 185 km pour un test d'ITSS, quand on connaît les ravages que ça peut faire. Je vais demander au ministre, parce qu'il nous dit que c'est complémentaire. C'est pas complémentaire quand tu n'as pas le choix. C'est obligatoire. C'est le seul choix que tu as. C'est pas complémentaire. Complémentaire nécessite un choix. Est-ce qu'il trouve ça acceptable? Réponse du ministre. Alors, à chaque fois, je donne la même explication, mais Madame la Présidente, je vais être très patient à le refaire encore une fois. On a dit qu'on avait besoin des changements importants dans nos conventions collectives. On a besoin d'avoir des infirmières maintenant qui ont plus de mobilité dans certaines périodes de l'année pour être capables justement d'être dans les points de service qui sont vraiment sur une base régionale. Alors, lorsqu'on me donne ces exemples-là, je dis toujours la même chose. On est en train d'y travailler pour que, justement, les infirmières, le personnel qui peut faire ces prélèvements-là et les tests, soit dans nos points de service ou dans les GMF, pour être capable de le faire gratuitement. Puis c'est comme ça qu'on va travailler dans les prochains mois. Merci.
En question principale, je reconnais maintenant le député de Taschereau. Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer par une citation. On doit tenir compte de la réalité, des chiffres et des faits. On doit être lucide. On doit prendre des décisions qui sont responsables, qui sont pragmatiques. Ça, c'est ce que disait la ministre des Transports en 2023, en avril, en annonçant la mort du troisième lien. En 2023, la ministre avait fait le bon choix en tirant la plug sur le projet inutile de troisième lien. Maintenant, qu'est-ce qui a changé pour la CAQ pour qu'elle revienne sur cette décision? Il n'y a pas 2 fois plus de voitures sur les 2 ponts de Québec, là. Non, il y a juste eu une défaite cuisante dans une circonscription, dans une partielle à Québec. J'ai réussi à mettre la main, Madame la Présidente, sur des études de la ministre qu'elle avait en 2023. Il y en avait une belle pile. Elle s'en était servie pour démontrer l'inutilité du projet de troisième lien. Maintenant, aujourd'hui, il est grand temps de tenir compte de la réalité, comme le disait la ministre à l'époque. Il est grand temps que la ministre ait le courage de renvoyer aujourd'hui le troisième lien au cimetière des projets inutiles. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Bon, alors, Madame la Présidente, je suis contente. Hier, j'étais en commission avec mon ami de Taschereau, et là, je leur disais à toutes mes amies en commission, j'ai dit, j'ai pas de questions cette semaine, puis là, j'ai plein de nouveaux tableaux excitants que j'attends de vous montrer. Fait que, tu sais, est-ce que je vais avoir un jour une question pour ma réponse et mes tableaux? Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, mais je pense que je vais réussir à faire un lien avec un de mes nouveaux tableaux. Toujours est-il, Madame la Présidente, une question sur le troisième lien, évidemment que ça m'emballe. On en a beaucoup parlé en commission. Du troisième lien. Et vous avez peut-être suivi, Madame la Présidente, le 11 octobre dernier, la belle annonce qu'on a faite au sujet du troisième lien. Et je le disais, quand on a fait l'annonce avec le premier ministre en juin, on disait on va faire graduellement la démonstration aux gens que le troisième lien, on va le réaliser. D'autant plus, Madame la Présidente, qu'on est le seul parti politique ici à l'Assemblée nationale qui veut faire un troisième lien pour les gens de Québec et de la Rive-Sud de Québec qui le souhaitent ardemment depuis longtemps. Et on l'a vu hier, ma collègue de Bellechasse a déposé une motion. L'escouade anti-troisième lien qu'on a ici en face de nous, le Parti libéral, le Québec solidaire et le Parti québécois, l'escouade anti-troisième lien, s'est opposée même à ce qu'on vote sur la motion, Madame la Présidente. Mais nous, on va le faire et je compléterai dans les 2 autres questions. Première complémentaire. C'est fou, Madame la Présidente. Dans le rapport de la CDPQ Infra que la ministre a elle-même commandé, ce qu'on se rend compte, puis la CDPQ Infra s'est servi des données d'origine-destination. 2 tiers des déplacements ont lieu à l'intérieur de la ville de Lévis. CDPQ Infra a conclu, sur cette base-là, que le projet de troisième lien était inutile. Le rapport de la CDPQ Infra a utilisé les origines-destination qui étaient les mêmes arguments que la ministre a utilisés en 2023. Quand est-ce qu'on se rend au Réponse de la ministre. Bon, alors je continue, Madame la Présidente. Donc, l'escouade anti-troisième lien, elle est formée de qui? Du Parti libéral, dont il y a des députés libéraux ici qui étaient là au dernier mandat et qui étaient là à leur dernier gouvernement où eux-mêmes étudiaient 5 corridors pour le troisième lien, dont un corridor avec un 3e pont à l'ouest à la même place que les 2 autres. Il y a des gens assis ici en face de moi là, qui ont été dans ce gouvernement-là, qui étudiaient 5 corridors pour le troisième lien, qui évidemment, on le sait, l'histoire nous a démontré que ça menait à rien. Donc ça, c'est le Parti libéral. Québec solidaire, évidemment, qui est ouvertement contre n'importe quel projet routier, sauf le prolongement de la 20 dans le Bas-Saint-Laurent, où leurs candidates les avaient mis dans l'embarras en 2018 et en 2022 à l'élection en appuyant le projet de prolongement de l'autoroute 20 dans le Bas-Saint-Laurent. Et le Parti québécois, bien, j'y reviendrai, je manque de temps, mais quelque chose de savoureux. Deuxième. On poursuit. Une seule personne a le droit de parole ici. Le député de Taschereau. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, Québec solidaire s'excusera jamais d'être le seul parti à avoir été très, très clair sur sa position sur le troisième lien. L'escouade anti-troisième lien. La ministre des Transports en a fait elle-même partie en 2023. C'est quand même le comble. Quand est-ce qu'elle revient au bon sens? Quand est-ce qu'elle revient au bon sens? Relit ses études de 2023 et abandonne une bonne fois pour toutes ce projet inutile. Attendez, Madame la ministre. Excusez, article 32, décorum. Conserver le silence. La seule personne qui avait le droit de parler, c'était le député. J'entendais trop de bruit. Et la seule personne maintenant qui a le droit de répondre, c'est la ministre. On poursuit.
Oui, alors, Madame la Présidente, je continue avec le Parti québécois dans l'escouade anti-troisième lien, mais que Québec solidaire essaie de se négocier le titre de capitaine de l'escouade anti-troisième lien. Je vais les laisser gérer ça entre eux. Mais le Parti québécois, quand j'ai fait mon annonce le 11 octobre, il y avait le député de Jean Talon qui est élu à Québec qui passait après moi en entrevue sur une chaîne. Et là, j'ai écouté ce qu'il disait. Et là, il disait la CAQ, la CAQ, la CAQ. Et la journaliste, à un moment donné, disait oui, OK, la CAQ, mais vous, le Parti québécois, êtes-vous pour ou contre un troisième lien à Québec? Vous êtes élu à Québec. Et savez-vous ce qu'il a répondu, Madame la Présidente? Il n'a jamais répondu. Il a dit, écoutez, il faut parler d'environnement, il faut parler de la criminalité à Montréal, il faut parler de 56 affaires, toutes pour contourner le sujet. Alors ça, c'est l'escouade anti-troisième lien, dont un député péquiste de... Alors, en question principale, je reconnais le député de Laurier-Dorion. On vous écoute, monsieur. Merci, Madame la Présidente. La Cour d'appel du Québec vient de confirmer le jugement de la Cour supérieure sur les interceptions routières aléatoires. Le plus haut tribunal est d'avis que cette pratique policière est discriminatoire car trop souvent accompagnée de profilage racial. Elle ne peut être justifiée dans une société libre et démocratique, disent les juges de la Cour d'appel. Elle déclare donc inopérante l'article 636 du Code de la sécurité routière. Les données invoquées par les tribunaux sont claires. Les personnes noires sont interpellées 4 fois plus souvent dans le cadre d'une interception routière aléatoire et dans les quartiers à forte concentration de cette communauté, 7 fois plus souvent d'interceptions. 2 tribunaux québécois ont maintenant statué sur le caractère discriminatoire des interceptions routières aléatoires. Est-ce que la CAQ va renoncer à porter en appel la décision du plus haut tribunal du Québec? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, la Cour d'appel du Québec a rendu hier un jugement dans ce dossier sur l'article 636 du Code de sécurité routière, un jugement de plusieurs dizaines de pages, Madame la Présidente, que nous sommes présentement en train d'étudier. Alors, le dossier vient d'être rendu avec un arrêt de la Cour d'appel. Nous allons analyser le jugement, Madame la Présidente, et par la suite, nous informerons la population québécoise de la décision du gouvernement du Québec d'aller en appel ou non à la Cour suprême du Canada. Dans notre société, Madame la Présidente, il est important de faire en sorte que les agents de l'État puissent avoir les outils nécessaires pour appliquer les lois au Québec, la sécurité et le travail policier est important dans notre société. Madame la Présidente, les policiers font un travail qui est difficile, qui est important, qui assure la sécurité de tous et chacun dans notre collectivité pour que les Québécois et Québécoises soient en sûreté à tout moment. Alors, Madame la Présidente, nous allons analyser le jugement, nous allons prendre notre décision par la suite. Première complémentaire. Il est aussi important, Madame la Présidente, que les agents de l'État ne fassent pas de la discrimination. Le profilage racial mine considérablement les liens de confiance entre les communautés racisées et les corps policiers. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique va maintenir et renforcer la confiance du public envers les services policiers? Est-ce que, par conséquent, le ministre de la Sécurité publique a le devoir de renoncer à faire appel à l'abolition de l'article 636 du Code de la sécurité routière? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Merci, Madame la Présidente. Un petit bémol sur les interpellations et les interceptions. Le collègue a participé avec moi au projet de loi 14. On a mis dans ce projet de loi 14 donc des points immensément importants pour le suivi des interpellations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu dans le passé des abus. Maintenant, comme mon collègue l'a mentionné, le collègue de la Justice, on va étudier ce jugement qui a été rendu par la Cour d'appel hier et je persiste et signe que l'article 636 est immensément important pour le travail des policiers et je vais continuer de défendre cette position. Merci. Deuxième complémentaire. Donc la réponse, Madame la ministre, le ministre de la Sécurité publique vient de confirmer qu'il va porter en appel cette décision-là. Donc, on va se rappeler que le ministre de la Sécurité publique a invité les parents du Québec à collaborer avec les services policiers lorsque des jeunes sont à risque de tomber dans la criminalité. Est-ce que le ministre est d'accord que de maintenir les pratiques policières qui induisent le profilage racial nuit aux efforts dans ce sens-là? Est-ce que le ministre, en refusant de mettre fin à une pratique discriminatoire, n'est-il pas en train de démolir de la main gauche ce qu'il tente de construire? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Ce qu'il dit est complètement faux, là. Madame la Présidente,
Et je vous prie. Oui, Monsieur le leader, nous reformulerons. Vous reformulez? Donc, je l'ai mentionné dans le projet de loi 14. Il était un des députés qui a participé à ce projet de loi. Oui, attendez. Je vais vous écouter, Monsieur le leader du deuxième groupe. C'est au lexique, Madame la Présidente. Vous avez totalement raison. Retirez. Vous retirez. Parfait. Poursuivons. Il a participé à ce projet de loi. Il le sait très bien, que oui, il peut y avoir eu des abus dans le passé. Mais que dans ce projet de loi, on a pris des actions pour intervenir et améliorer le travail des policiers pour ce qui est des interpellations et des interceptions. Mais l'article 636, je le répète, est immensément important et on devrait tous ensemble valoriser ce travail des policiers pour garder cet article 636 pour qu'ils puissent bien faire leur travail. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Madame la Présidente, j'ai interpellé le ministre de l'Immigration et de la Francisation le 9 octobre dernier sur la situation dramatique pour les cours de francisation à Québec, où tous les cours d'entrée ont été coupés. Ce qui a été confirmé ensuite par une vague de révélations à travers le Québec. Les professeurs sont mis à pied, les ressources sont coupées. J'entends le ministre à la radio ce matin, Radio-Canada, je l'entends en réponse à mes collègues ici dire « Non, c'est pas nous. L'immigration, c'est pas notre responsabilité, c'est pas de notre faute, puis les cours de francisation non plus. C'est les centres de services scolaires qui dépensent trop. » Allons voir ce qu'il en est. Règles budgétaires de fonctionnement pour l'année 2024-25 communiquées le 29 juillet dernier au Centre de services scolaires pour la francisation des adultes. Exceptionnellement, pour l'année scolaire 2024-25, une limite est fixée pour le personnel et les budgets en fonction de l'année scolaire 2020-2021. Est-ce que le ministre va nier son propre ministère qui a annoncé des coupures? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci, Madame la Présidente. Je suis content que mon collègue se préoccupe de la francisation au Québec pour notamment les immigrants permanents, les immigrants temporaires. J'ai, depuis le début de la période de questions, bien démontré, je pense, que les budgets sont nettement en augmentation à Francisation Québec. On est passé 168 millions, 186, 217 cette année, 251 millions de dollars. Cette année, Francisation Québec a donné 104 millions à son partenaire de l'éducation, donc au Centre de services scolaires. C'est le même montant que l'an passé. Il y a des budgets supplémentaires qui ont été alloués à d'autres partenaires. Mon collègue allègue qu'il y aurait eu des compressions, donc des coupures de budget. Ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'il faut respecter les budgets. Je pense que ce sont des notions qui sont bien différentes. Et s'il y avait réellement eu des compressions, des coupures, bien, il n'y aurait pas eu autant de cours qui auraient été offerts dans les premiers mois de l'année. Je vais y revenir avec la complémentaire. Première complémentaire. Je n'allègue rien, Madame la Présidente. Je cite son propre ministère. Ses propres règles budgétaires qui disent qu'il y a des coupures parce qu'on s'est fondé sur des budgets de 2021 en période pandémique. Alors, je vais déposer les propres règles budgétaires du gouvernement. Maintenant, on nous montre des tableaux, on nous parle de budget. Moi, j'aimerais que le ministre me dise, à Québec, actuellement, où sont les classes qui ouvrent chaque semaine dont il a parlé tout à l'heure? Où sont les cours? Je veux savoir où sont les cours à Québec. Consentement pour le dépôt. Consentement. Monsieur le ministre, réponse. Madame la Présidente, je peux préciser quelque chose. Je le répète, je l'ai mentionné tout à l'heure. Pour l'année 2023, entre le 1er juin et le 30 septembre en 2023, les centres de services scolaires, je ne parle pas des autres partenaires, les centres de services scolaires avaient francisé 13 591 personnes. Cette année, entre le 1er juin et le 30 septembre 2024, une augmentation de 236 de personnes francisées dans les centres de services scolaires. On est passé l'an passé de 13 591 à 32 040 pour cette simple, brève période. Si les centres de services scolaires s'étaient vus couper les vivres, je ne pense pas qu'il aurait augmenté de 236 la francisation dans les premiers mois. Deuxième complémentaire. Le ministre était incapable de me dire où sont les cours à Québec parce que c'est le jeu de « Où est Charlie? » Mais il n'y a pas de Charlie. Il n'y en a pas de nouveaux cours de francisation à Québec. La dernière fois, il me dit « Qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler à Francisation Québec. Il faut aller voir le site de Francisation Québec. » Je l'ai fait ce matin.
Voici ce qu'on dit sur le site Internet. Nous recevons présentement un nombre élevé de demandes pour débuter un cours de français à temps complet. 25 jours ouvrables supplémentaires pourraient être nécessaires pour traiter votre première demande, en plus des 50 jours déjà annoncés. Et si on appelle, qu'est-ce que ça dit? Nous éprouvons des problèmes temporaires. On s'excuse pour communiquer avec nous. La réponse du ministre. Madame la présidente, c'est vrai, il faut remplir un formulaire pour être appelé ensuite. C'est important de donner son courriel et son numéro de téléphone. C'est comme ça que ça marche quand on veut que quelqu'un communique avec nous. J'invite mon collègue à arriver en ville. Écoutez, c'est une évidence. Ceci dit, quand je dis que Francisation Québec fait affaire, oui, avec les centres de services scolaires, mais aussi avec des cégeps, avec des universités, avec des OSBL, c'est la pure vérité. Et c'est vrai qu'on déploie et qu'on redéploie des cours et qu'on fait de nouveaux partenariats la semaine passée, qu'on en a fait, qu'on va en faire cette semaine, qu'on va en faire dans les prochains mois. Il reste de l'argent à Francisation Québec. Nous n'avons pas dépensé 100 % de nos budgets dans les premiers mois et on va continuer de déployer l'offre dans les prochains mois jusqu'au prochain budget où on va continuer. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.